Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Créativité 101, le podcast où on plonge dans l'univers créatif, le processus créatif des humoristes avec lesquels on s'entretient. Oui, et puis, comme vous le savez déjà, vous pouvez faire des dons via la plateforme chapeau.live/créativité. Vous pouvez faire des dons de 1 $, 3 $, 5 jusqu'à 20 $. Ça s'en va aux artistes. Donc, si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas. Et donc, bon show tout le monde. Cette semaine, on a reçu Jean-Thomas Jobin. Bon show. Bon épisode! Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101, deuxième épisode. Aujourd'hui, on s'entretient avec nul autre que Jean-Thomas Jobin. Comment ça va? Ben, ça va, merci. Deuxième invité. Je sais pas pourquoi je suis pas le premier. Je suis un peu choqué, mais j'imagine que vous vouliez commencer plus fort. Mais merci d'être là, vraiment, un gros Ça fait merci. plaisir. Merci C'est d'avoir très cool. pensé à moi. Ben, ça fait plaisir. Sincèrement, niveau créativité, t'es une petite coche que je cause pour moi, vraiment. Au niveau de la créativité, j'étais très, très, très excité de t'avoir sur le podcast. Je trouve que tu as un style qui est unique à toi. Fait que je Ben, trouve c'est que bien c'est gentil. là, ouais. Sacha, lui, aucun compliment pour moi ou quoi? Non, c'est Non, ça, exactement. je connais pas. C'est ça. C'est Léo qui fait les compliments d'habitude. Moi, je fais des Sacha, critiques. Sacha, il est en train de googler pour essayer de récupérer, savoir qui je suis vraiment. C'est ça, Ouais, exact. regarde, c'est quoi ta deuxième show? Ouais. Dans le fond, nous, on s'intéresse, t'as briefé un peu, on s'intéresse vraiment au processus créatif de tout ce que tu as fait. Ça fait quand même longtemps que tu fais de l'humour en plus. Ouais. Je pense que c'est clair pour la majorité du monde, mais mettons dans tes mots, est-ce que tu es capable de nous décrire, selon toi, ton style d'humour? Qu'est-ce que tu fais comme humour? Je dirais que la définition large, j'ai un style d'humour absurde, mais il y a quand même des déclinaisons au travers de ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai un côté très ironique, je suis souvent au deuxième et au troisième degré. Donc ça rime avec ironie ou avec sarcasme ou avec ne pas trop prendre ça au sérieux ou ne pas prendre les choses au premier degré. Parce que des fois, si on me prend au premier degré, je peux être très long, longtemps, mais donc, je dirais qu'il y a un côté aussi fantaisiste dans ce que je fais parfois, surréaliste, dadaïste. Il y a plein de sous-définitions, mais je dirais quand même que l'absurde, c'est ce qui au sens large, définit le plus l'humour que je fais. Mais c'est ça. Souvent, c'est les définitions en humour, quand on l'explique ou qu'on le définit, tant qu'on ne l'a pas entendu, on ne peut pas nécessairement comprendre, mais quand on l'entend ou on le voit, ben là, les gens, souvent, ils peuvent se faire une définition qui est aussi bonne que la mienne. Mais c'est ça, je dirais quand même absurde et très ironique. OK. Le non-sens, comme je trouve que c'est une des grosses différences entre moi et les Denis. Les Denis utilisent plus le non-sens que moi. Je ne dis pas que je l'utilise jamais, mais moi, je suis peut-être un petit peu moins dans le déconnecté. Quoique je le suis parfois, là, mais mon déconnecté, des fois, exemple, j'ai déjà fait je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un vidéo qui s'appelle Michel le déjeuneur éternel. C'est un gars qui déjeune depuis 24 ans. Il est toujours en train de déjeuner. C'est un genre de documentaire qui s'appelle Michel le déjeuneur éternel. Puis il y a des corn pops, des toasts. Il est toujours en robe de chambre dans sa cuisine. Puis, donc, c'est déconnecté, mais le fait que ce soit comme un documentaire sur un gars qui ne fait que déjeuner, pour moi, c'est pas nécessairement du non-sens. C'est comme déconnecté, mais avec un point de repère de. Mais tu sais, dans le sens que c'est zéro péjoratif envers les Denis, je les adore, puis j'adore quand ils font du non-sens, mais j'ai l'impression que je suis peut-être un peu moins dans cette talle-là qu'eux. Mais je peux me tromper. Peut-être que j'analyse tout croche aussi. OK. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est cool.
Oui, mais il y a beaucoup de folie dans tout ce que tu fais ressortir. Il y a beaucoup d'affaires très, très le fun. Ça devient d'où? Comment tu fais pour trouver des inspirations et des idées aussi frappantes, mettons? Euh, Dur à dire, en fait, ça vient de ma tête de con, je pense, là. C'est-à-dire que spontanément, c'est ces idées-là qui me viennent quand je cherche des idées ou que je pense à un gag ou je pense à un angle de numéro. Je vais penser à des idées un peu saugrenues. Euh, Par contre, je dirais que plus qu'avant, maintenant, dans mon troisième show, j'avais des numéros ou des petits segments qui étaient plus basés sur des trucs vrais. Fait que maintenant, je m'inspire plus de ce que je vis. Quand je partage des trucs sur les réseaux sociaux, des fois, autant j'étais que dans le fictif en début de carrière. OK. Maintenant, j'ai du plaisir à faire des gags qui ont une base de réalité ou qui sont connectés avec quelque chose que j'ai vécu. Ou dans mon troisième show, je faisais un numéro sur mes parents. Puis le numéro sur mes parents, il est à peu près pas romancé. Tout est à peu près vrai, mais je pense qu'il y a quand même ma couleur parce que la façon que je le raconte ou de la façon que j'ironise certains traits de caractère de mes parents, ben, ça reste absurde parce que on voit que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre et que mes parents avaient aussi leur trait de caractère absurde. Donc, je prends plus plaisir qu'en début de carrière, vu que je me suis plus dévoilé maintenant, surtout avec les podcasts, on se dévoile de plus en plus, les fans apprennent à connaître qui est le gars. Donc, en donnant un peu plus la clé aux gens sur qui je suis, ben ça permet, d'un point de vue créatif, d'aller explorer des terrains connus, des zones vécues par moi, puis de voir si je peux présenter ça sur scène ou dans une vidéo, puis que ça soit drôle quand on sait que c'est pas fictif, que c'est basé sur du vrai. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas encore du fictif parfois, j'en fais encore, mais on dirait que les podcasts puis ma présence sur les réseaux sociaux a fait en sorte que ça m'a donné le goût d'en donner un peu plus au monde. Okay. Je le fais un peu aussi égoïstement parce que j'ai l'impression que créativement, il y avait quelque chose qui pouvait m'amener ailleurs en m'ouvrant sur qui je suis. Donc, je le fais pour les autres parce que j'ai du fun à faire ça. Puis j'ai l'impression que j'ai plus de fun dans ma carrière depuis que je fais des podcasts et que les gens ont un peu plus saisi qui je suis. Okay. J'ai l'impression que je me sens plus moi-même, tandis qu'en début de carrière, puis je renie pas mon début de carrière, là, à ce moment-là, c'est là que j'étais rendu, puis c'était ça que j'avais à offrir. Mais j'étais un personnage très stoïque, sans émotion, très cartésien, très froid. Puis là, dans mon deuxième show, j'avais commencé à un peu explorer la possibilité de raconter des affaires vraies. Je faisais un numéro où je parlais de mon chat. Puis là, ça m'a donné le goût. OK, là, je pense que les gens, peut-être qu'ils seraient prêts à m'entendre parler des affaires sur moi. Puis je pense que ce que je me suis rendu compte et ce que je craignais, c'est que j'avais l'impression que si je tombais dans des trucs réels, ce serait dur de passer du fictif au réel parce que j'aurais eu l'impression de décrédibiliser le fictif si il y a des moments où je dis, bon, là, j'assois le numéro, puis je fais comme, bon, ça, c'est un numéro, c'est 100% vrai, je parle de mes parents, ce que je vous raconte est vrai, qu'après ça, si je tombais dans une hypothèse un peu fictive que mon personnage vit, que les gens y croient pas, puis qu'ils embarquent moins, mais je me suis rendu compte que maintenant, la convention, les gens l'ont accepté, puis ils veulent juste avoir du fun, ils veulent juste rire, fait ils comprennent que parfois je déconne moins, puis l'un ne nuit pas à l'autre, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais tu sais, en fait, maintenant, souvent, comme dans mon troisième show, quand je tombais dans le fictif, j'essayais toujours de le partir de mon personnage, tu sais, j'avais beaucoup de OK, mettons que je sors d'un coma, qu'est-ce que ça donnerait? Fait que là, les gens, ils s'imaginent que mon personnage de scène sort d'un coma après 11 ans, quelle niaiserie qu'il pourrait dire. Ou si j'étais dans je vivais un écrasement d'avion, j'étais dans l'avion, quel numéro que je ferais pour divertir le monde avant de crasher. Fait que c'est comme je projetais mon personnage
dans des situations où les gens peuvent s'imaginer « OK, c'est vrai que ça doit être drôle d'imaginer Jean-Thomas Jobin qui y arrive telle affaire, qu'est-ce que ça donnerait? » Mais c'est comme si j'annonçais l'angle pour qu'il parte de mon personnage de scène et ça faisait en sorte que quand je tombais dans des bouts plus réalistes, ben, je trouvais que l'amalgame se faisait bien puis que les deux styles pouvaient s'amalgamer. OK. Mais à quel point ce Jean-Thomas Jobin-là, mettons, ben pas nécessairement de début de carrière, mais que même que tu as encore maintenant, mais qui est très personnage de scène, ressemble au Jean-Thomas Jobin hors scène? Oui, beaucoup. Okay. Je dirais que la grosse différence, c'est que le personnage, lui, il pense que tout ce qu'il raconte est pertinent, puis il ne sait pas qu'il déconne, tandis que la version moi-même est conscient que c'est du déconnage. Okay. Mais dans le sens que les gags ou les numéros que mon personnage faisait, ben c'est moi qui les crée, donc c'est assurément qu'il y a une parenté d'esprit entre moi et mon personnage. Mais ouais, je dirais que c'est surtout ça, c'est surtout la conscience du déconneur. Ben, je le sais que moi, je suis au second degré, puis je sais que je déconne. Puis mon personnage de scène, particulièrement au début de carrière, exemple, quand je faisais mon numéro où j'expliquais qu'est-ce qu'un restaurant, mon vulgarisateur de choses simples, ben, c'est comme pour lui, c'est pertinent d'expliquer aux gens c'est quoi un restaurant. Puis c'est ça qui faisait que c'était drôle, c'est qu'il imposait aux gens une explication inutile, pensant que les gens en avaient besoin. Mais moi, évidemment, Jean-Thomas Jobin savait très bien que c'était une grosse connerie. Mais lui, son attitude scénique, c'est « Je suis pas drôle, moi. Je viens pas vous faire rire, je viens vous éduquer. » Donc, c'est c'était dans cette optique-là, de quasiment de devenir « Je viens vous éduquer, je viens vous apprendre. » Ben, évidemment, moi, je le sais que c'était pour faire rire. Mais le personnage, pour être crédible dans son idiotie, il fallait que son approche ce soit un peu plus... Ben, moi, je pense que vous avez des lacunes, alors je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un restaurant, puis que je sois sérieux comme un pape, puis que j'explique les napperons, puis comment essuyer un dégât. Donc, le personnage, il était habillé en complet, il parlait avec un ton très professoral, donc il fallait que le personnage... Pour que ça devienne humoristiquement drôle, il fallait que le personnage ait l'air de se croire puis de se prendre au sérieux, alors que moi, dans la vie, je ne me prends pas vraiment au sérieux. Donc, mais comme mon premier show, si on regarde, quelqu'un qui regarde, mettons, back-to-back mes 3 shows, il y a quand même une baisse de mon personnage à chaque show. Dans le 3e, c'est là que le personnage est le moins présent, ou il est le plus proche de qui je suis. Dans mon premier show, je suis très dans mon personnage. Je ne sortais jamais de mon texte. Jamais j'esquissais de sourire. 2e show, un peu plus. 3e show, c'est plus dégagé. Je sens que mon contact avec le public est plus chaleureux, plus intime, plus vulnérable. Tandis que le premier, c'était stoïque, sans émotion. Se sent inébranlable, tandis que là, c'est plus le contraire parce que moi-même, j'ai une vulnérabilité dans la vie. Donc, le fait que je dégage un peu mon personnage, ben, que je me rapproche de qui je suis, ben, ma vulnérabilité se transpose dans où mon personnage est rendu. Ouais. Parlant du personnage, justement, de début de carrière ou qui a évolué tranquillement vers toi, finalement, mais à quel point ça a été long ou difficile à vraiment établir ce personnage-là que tu présentais puis que tu maîtrisais super bien dès le début, on dirait, là, donc? Ben, c'est une bonne question. En fait, c'est arrivé de façon un peu étrange parce que le numéro qui m'a fait connaître, c'est le numéro dont j'ai parlé où j'explique c'est quoi un restaurant. Puis le personnage, c'était le vulgarisateur de choses simples. Mais le numéro, c'est un concept.
le vulgarisateur de choses simples, j'expliquais c'est quoi un restaurant, mais je ne m'attendais pas nécessairement à en faire d'autres. Ça venait-tu, je ne vais pas te couper, ce personnage-là venait-tu de toi? C'est toi qui l'as créé? C'était dans le show de Marc Labrèche, ça. Je me trompe-tu? Ben, en fait, le Grand Blond avec un show sournois ont vu Richard Goyer, qui était un des concepteurs de l'émission. Il était là à Juste pour rire quand j'ai fait mon numéro du restaurant. Okay. Puis il a approché mon gérant pour dire « Hey, on a vraiment trippé, on aimerait ça qu'ils viennent faire des vulgarisations au Grand Blond. Okay. » Donc, le numéro qui pour moi était un one-shot deal et qui était mon premier numéro parce que c'était ma carte de visite. T'sais, à l'école de l'humour, je n'ai pas juste fait des vulgarisations. J'ai fait un numéro de lecteur de nouvelles. J'ai fait un numéro où je faisais une grande planche de Monopoly géante. Puis ça, c'était mes 3 numéros de chaque show. Puis à la fin, tu en choisis un des 3 pour que ça soit ton numéro de tournée. Moi, j'ai choisi mon numéro du restaurant. Puis c'est ça que les gens ont vu en premier de moi parce que c'est le premier numéro qui a passé à la télé. Puis là, je me suis fait engager pour refaire ça. C'est-à-dire que j'ai fait le gala de la presse où je suis venu expliquer qu'est-ce qu'un trophée. J'ai expliqué qu'est-ce qu'un gala dans un autre gala juste pour rire. J'ai fait, comme tu dis, le Grand Blanc avec un show sournois où là, j'étais plus en mode chronique, mais je faisais des vulgarisations. Okay. Donc, mon personnage, il s'est comme forgé un peu sans que je m'en rende compte parce que vu que mon personnage, il était très cérébral, très exagérément pédagogique, très froid, très sans émotion, ben vu que je le faisais dans différentes plateformes maintenant, même en mode chronique à la télé, ben c'est comme si les gens disaient « Ah, ça, c'est le vulgarisateur. » Mais à ma tête, je ne voulais pas devenir vulgarisateur, je voulais juste faire de l'humour. C'est juste que les gens ont accroché au premier concept puis ils me l'ont demandé souvent. Donc, après ça, quand j'ai commencé à faire des chroniques à Fun Noir, ben, je n'étais pas le vulgarisateur. Je faisais des roasts, des invités, sauf que mon personnage était quand même un peu pogné avec des gags absurdes. Donc, le personnage, c'était comme un dérivé du vulgarisateur parce que comme j'étais dans mes pantoufles quand je faisais ce personnage-là, okay. J'étais comme à l'aise. C'était comme ma façon de me sentir en sécurité. OK, mais je le connais, ce personnage-là, donc même si je sors du vulgarisateur, les gens m'ont connu comme ça, donc je continue à faire un peu le stoïque, étrange, qui se dévoile pas trop. Donc, quand j'ai fait Front Noir, j'ai commencé à faire d'autres numéros, mais mon personnage, c'était une grosse base du vulgarisateur qui est comme devenu par la bande mon personnage de début de carrière. Et les gens étaient comme mêlés un peu de « OK, mais c'est le vulgarisateur. » Puis là, j'étais comme je vulgariserai pas sans arrêt toute ma carrière. Ça deviendrait un peu redondant. Fait que le personnage, je l'ai tranquillement évacué. Là où je trouvais que c'était le plus difficile, c'était quand j'étais en entrevue en début de carrière, parce que là, quand tu te posais des questions, les gens veulent en apprendre à connaître un peu plus. Là, j'étais comme, ouais, mais là, si je me dévoile trop, ça va-tu décrédibiliser le personnage? Si je souris, si j'ai l'air, je dévoile un peu qui je suis, est-ce que le personnage va devenir non crédible pour le reste de son argumentaire dans ses numéros? J'avais comme ce dilemme-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé sciemment de sortir un peu du personnage, de faire d'autres affaires. Même que dans mon premier spectacle, le numéro du restaurant, je ne l'ai même pas mis justement pour qu'on comprenne que je ne fais pas que des vulgarisations. Okay. Par contre, le personnage du vulgarisateur, il a l'air vraiment présent dans mon premier show parce que j'avais fait très peu de scènes. La scène que j'avais faite, c'était beaucoup avec mon numéro du restaurant. Fait que j'ai pas fait de numéro du restaurant, mais je faisais quand même mon style d'humour absurde. Puis le fait que je fasse des parenthèses d'explications qui finissent plus, ben, il y en avait des bribes dans mon show de toute façon parce que les gens me connaissaient pour ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fini par l'adoucir tranquillement, pas vite, puis faire des numéros qui ne sont plus des vulgarisations, justement pour faire comprendre au monde, OK, mais je
suis pas un vulgarisateur, je suis un humoriste. Ou, en fait, le terme humoriste, même des fois, je fais comme, si des fois, je fais des trucs qui sont pas nécessairement humoristiques, seulement humoristiques, je pourrais juste être un artiste qui parfois est. Pas que je voulais me détacher du terme humoriste, là, je l'assume totalement, mais je me dis, pourquoi je pourrais pas des fois faire un show qui a des bouts qui sont juste étranges, mais qui à la limite, peut avoir plus une parenté avec le théâtre, parce que je trouvais que mon personnage de scène, il y avait quand même un côté théâtral. C'est vrai. Vu que quand je parlais au jeu, on ne savait pas trop c'était quoi son jeu, donc il y avait un côté théâtral, donc je me disais, à la limite, je suis peut-être un peu plus dans les ambiances théâtre parfois, puis là, finalement, j'ai fini quand même par, je me rends compte que je veux quand même que les gens rient le plus possible. Ça ne me dérange pas que des fois, ce soit juste un bout de plus étrange puis que ça fait un flottement où il se passe de quoi, mais que c'est pas nécessairement par le rire qu'il se passe de quoi. Ouais. Sauf que là, maintenant, c'est ça. Fait que je réponds à la question de façon assez large, mais c'est vraiment comme ça que mon personnage s'est créé. C'est par hasard, parce que les gens me donnaient des contrats pour que je refasse des vulgarisations. Donc, là, j'étais comme... Quasiment par accident, ouais. Bon, par accident ou pas, j'ai pas été pris en otage par mon personnage, pas ça. J'étais bien content, ça fonctionne. Ouais. Mais comme les gens ont connu juste ça au début, c'est pas comme, mettons, exemple, Jean-Michel Anctil qui faisait des numéros, puis là, soudainement, il a fait râteau, mettons. Les gens comprennent, OK, mais là, ça, c'est un de ses personnages. Mais moi, mon personnage, il n'était pas déguisé, il avait la même voix que moi, il avait mon nom, il était juste habillé en complet, donc c'était comme pas clair. Le personnage, il était pas clair, puis c'était ça qui était voulu. Je voulais qu'il soit comme crédible. Sauf que le fait que mon personnage était crédible dans sa folie, puis qu'il n'était pas déguisé, puis qu'il n'était pas trop caricatural, puis que je ne changeais pas ma voix, ça devenait mêlant pour le monde. OK, mais là, ouais, mais lui, c'est pas un personnage, ça, c'est un vulgarisateur. Et si, mettons que Jean-Michel Anctil avait commencé par Râteau, Râteau est tellement caricatural, il se peut tellement pas que les gens se seraient dit, OK, mais c'est un personnage, mais il fera sûrement pas que Râteau. Tandis que moi, c'était pas si clair parce que mon personnage, il pouvait exister comme ça. Fait que le monde t'associait vraiment avec ce personnage-là dès le début, finalement, puis il pensait vraiment que c'était comme toi, finalement. Genre. Ouais. Il devait se douter que c'était un peu exagéré. C'était un peu exagéré, que fallait pas me prendre au premier degré. Là, qu'est-ce qu'un restaurant, ça n'a toujours bien pas de bon sens. Mais ma présentation était très neutre ou très réaliste. Okay. Pour moi, c'est ça que je trouvais important parce que je trouvais ça le contraire, je le trouvais plus amusant si on croit que le gars, il existe puis qu'il. C'est sûr que je m'en vais faire un numéro juste pour rire. Les gens comprennent bien que c'est pas j'ai pas été repéré dans un congrès de conférenciers puis que j'étais pas comme la tête de Turc. Là. Les gens savent bien que c'est voulu, là, que pas me prendre au premier degré, mais juste le fait de pouvoir y croire que ce personnage-là peut exister, pour moi, ça le rendait plus réaliste, donc plus drôle. C'est très personnel, mais moi, je trouve ça... Si j'avais eu genre une fausse moustache, puis des cheveux un peu bouffons, puis habillé de façon trop clownesque, pour moi, le personnage, il se peut moins. Moins à sa folie. Sa folie est plus complexe s'il a l'air d'un vrai prof, mettons. Excusez-moi, je ne suis pas en train de reculer. Je me demandais si tu étais en train de reculer dans la cuisine. Qui recule. Je ne suis pas si gros au point que quand je recule, je fais du bruit. Mettons. D'un déménagement sur la rue, je ne sais pas. Désolé. Comment? Ben non, il n'y a pas de problème. Comment ton. Est-ce que toi, tu planifiais. Est-ce que tu l'as créé vraiment comme un personnage ou est-ce que toi, dans ta tête. Tu sais, je sais pas comment. Je pourrais le dire de façon claire, dans le sens que quand tu as fait le vulgarisateur, toi, dans ta tête, ça n'allait pas nécessairement devenir ton personnage de scène, dans le sens que tu essayais quelque chose, un peu comme Jean-Michel Anctil essayait Râteau. Là. Exact, dans le sens que pour moi, c'était
le vulgarisateur de choses simples, c'était le titre du personnage pour crédibiliser le concept. Alors, moi, dans ma tête, j'allais faire un numéro de ça. Tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, tu te cherchais-tu? Toi, mettons, comme humoriste? Oui, on me pique, je sais pas ce qui se passe, excusez, j'arrête pas de me gratter, mais ça me pique. J'ai rien sniffé, j'ai jamais pris de coke de ma vie, je vous le promets. Non, on te croit. Non, c'est vrai, en plus, j'ai jamais pris de coke. Faites-en pas. Les enfants à la maison, parce que vous c'est que des enfants qui vous écoutent. Ah ouais, clairement. Non, c'est ça. Moi, à l'école de l'humour, ce qui est bizarre, j'ai déjà raconté ça, je pense, ailleurs, mais pas à vous. Mais c'est qu'à l'école, les vendredis, on présente un numéro devant les autres élèves, devant les profs, etc. Puis, on finit par en choisir un en fin de session. Un qu'on a présenté et qu'on veut retravailler pour un spectacle de fin de session. Puis, moi, il y a un de mes numéros que j'avais fait. Le numéro du restaurant, c'était même pas ça. J'avais fait à peu près 4 lignes. J'avais juste commencé en disant je suis un vulgarisateur de choses simples. Je vous explique qu'est-ce qu'un restaurant. J'avais dit c'est un endroit où les gens vont manger, les gens paient. C'est un service qui est offert. C'est donnant. C'est de la restauration, en fait. Puis là, j'avais comme enchaîné avec autre chose. Je faisais comme un pot pourri de plein d'affaires. J'étais comme juste un numéro volontairement décousu. Le numéro, globalement, avait marché. Mais j'étais allé voir Louise, puis la directrice, j'ai dit, excuse, ça te dérange-tu si je fais un numéro que je n'ai pas fait dans la session? Je veux juste prendre la prémisse d'un des sujets de mon numéro décousu et je veux faire un 8 minutes avec ça. J'aimerais ça faire... Je trouve qu'il y a du jus là-dedans. J'ai l'impression que c'est une bonne idée d'expliquer ce qu'est un restaurant. Donc, je développerais ça si ça ne te dérange pas. Puis elle dit, ben oui, vas-y. Fait que là, je retravaillais mon numéro avec un prof pendant toute la session, la fin de session, où on est plus en mode travail pour finir un numéro. Donc, moi, c'était quasiment un premier jet que j'écrivais. Je retravaillais avec le prof, puis tout ça. Puis là, j'arrivais avec un autre jet, j'y lisais, il me faisait ses commentaires. Puis c'était François Havard, l'auteur des Bougons, puis qui travaille avec Louis-José, avec Martin Matt beaucoup. Puis c'est pas un ricaneux, il le dit d'avance. Il dit, moi, je ris pas parce que je veux pas... il dit, je suis pas bon public, puis 2, je veux pas avoir l'air d'avoir des chouchous dans la classe. Fait que j'essaie de rester neutre avec tout le monde. Là, on était juste one-on-one, mais tu sais... Il m'écoutait, mais il me donnait des petits conseils des fois, mais il riait pas. Fait que là, j'étais comme bon. Là, lui, ça donnait mon premier public. Là, je l'avais jamais présenté le numéro. Fait que là, je fais comme c'est pas lui qui va me valoriser beaucoup, mais je le savais, là, dans le sens. Fait que là, on travaille le numéro. Puis là, j'étais comme, je pense, moi, ça me faisait rire. L'important, c'est d'être sur scène puis de vouloir défendre un numéro. Et là, moi, je l'assumais, mais j'étais comme, on verra. Puis là, à la fin de la dernière session de travail, je vais toujours me rappeler de ça, j'arrive pour quitter le bureau, la salle de réunion. Puis j'ouvre la porte, puis là, il me dit, Jean-Thomas? Là, je m'en reviens. Moi, je suis bien timide. Puis, il savait que j'étais timide, puis tout ça. Puis, fait que je dis, ouais. Il me regarde, puis il me dit, ça va te faire un bon number. C'est tout, mais le fait qu'il me dise ça, ça m'a vraiment rassuré. Parce que je le sais qu'il n'en faisait pas beaucoup de compliments. Puis là, c'est comme s'il justifiait un peu le fait que j'ai pas eu l'air de rire, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Il dit c'est un bon numéro. Et ça m'a quand même rassuré parce que la première fois que je l'ai présenté, c'était au cabaret Juste pour rire. Et je n'avais jamais fait le numéro. Jamais. Tu le testais pour la première fois? Je le testais pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait. Je l'avais fait devant un prof, devant François Havard, devant le metteur en scène, mais jamais devant du monde. Puis il m'avait mis à la fin, en plus, je pense que c'est preuve d'une confiance que
le metteur en scène puis François Havard avaient mon numéro. Ils m'ont mis pour closer la première partie. Mais les autres élèves étaient comme, pourquoi ils closent? On n'a même pas vu son numéro. Puis finalement, le numéro a vraiment tout arraché. Fait que j'étais content, mais je me rappelle, j'avais dit à mes parents, je savais qu'elle allait être dans la salle, je leur avais dit, sentez-vous pas mal si ça n'arrive pas. Moi, je vais l'assumer, mon numéro, mais ça se pourrait que ça n'arrive pas. Je veux prendre un risque, etc. Puis finalement, c'est un risque qui s'est avéré super payant parce que c'est un risque qui a lancé ma carrière dans un sens parce que c'est le numéro qui est devenu la carte de visite. Ouais. Puis que, justement, comme on parlait, premier gala juste pour rire, dès le début, en fait, à ma sortie de l'école, grand blond. Tu sais, mais parce que tu as un peu ouvert la porte à autre chose, j'ai l'impression. Tu sais, parce que t'as une façon de dire les choses puis de faire de l'humour qui est bien à toi, là, quand même. Effectivement, mais moi, j'étais dans la même année que les Denis à l'école. Fait qu'on était une année assez étrange. On avait comme puis on a accroché, on a fait des numéros ensemble, on a fait le show absurde à notre sortie de l'école ensemble. Puis on avait comme une parenté d'esprit, un humour qui était différent, mais qui se rejoignait quand même. Donc, j'ai l'impression que les Denis puis moi, on est arrivés dans un bon moment, bon timing où les gens avaient peut-être envie d'entendre des propositions différentes en humour. Puis comme, humblement, je pense qu'à notre façon, les deux, les trois, là, parce qu'ils sont deux, on le faisait bien. Donc, le fait qu'on avait une proposition différente puis qu'on avait un certain talent, entre guillemets, je pense que les trois, on a aidé un peu à redébroussailler l'univers absurde au Québec parce qu'il y a eu Paul et Paul, il y a eu Ding et Dong, il y a eu beaucoup de trucs absurdes qui ont été faits, mais ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait pas eu. Donc, on a peut-être aidé les gens à réapprivoiser ce style d'humour-là. Puis même des fois, quand j'analyse comment l'humour est au Québec, j'ai quand même l'impression souvent que tu sais, comme je sais pas moi, François Bellefeuille, André Sauvé, Yannick Demartino, ils ont des univers très absurdes, beaucoup axés sur la folie. Puis ils sont super talentueux, super efficaces, super créatifs. Mais j'ai quand même l'impression que les Denis puis moi, on a un humour plus fou qu'eux. Donc, je pense que je pense que on prendra absolument aucun crédit pour leur succès, c'est pas ça, ils sont tellement talentueux. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on a un peu aidé à débroussailler le genre. Puis là, ils arrivent avec des propositions absurdes, plus accessibles, je pense, parce qu'ils le font super bien, puis que leur personnage est super clair, puis sont très drôles aussi. Mais j'ai l'impression que le fait que moi et les Denis, on est les plus étranges encore, selon moi. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleurs, là. Mais moi, je pense que ça fait en sorte que le fait qu'on soit les trois plus étranges, je pense que ça explique qu'on est moins populaire parce qu'on est peut-être parfois trop champ gauche, parfois trop dans la marge, parfois on largue plusieurs personnes. Tu sais, comme souvent, moi, j'ai l'impression que une des grandes forces, mettons André Sauvé, François Bellefeuille, où une des grandes différences, c'est que versus moi, mettons, je ne prendrais pas les Denis, puis c'est un duo, puis c'est pas. Mais moi, je pense que j'étais un fou pas clair. Puis eux, c'est des fous clairs. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'exprimer qui est qui n'est pas caricaturale, mais qui est plus survoltée ou plus. Puis, c'est comme étant André Sauvé, puis même François, les cheveux très éclatés. Leur façon de s'exprimer est extravagante et leur contenu l'est aussi. André parle beaucoup de sa folie, de ses doutes, puis François Bellefeuille, pas de sa démence, je veux dire sa démence, pas de façon péjorative, mais sa folie, sa façon d'être survolté par rapport à des trucs inutiles, ou etc. J'ai l'impression que tant dans le contenu, leur contenu et leur enrobage
clarifie pour tout le monde, OK, ben c'est ça, il s'exprime de façon un peu extravagante, il a l'air extravagant, son contenu est extravagant, tandis que moi, il faut comme gratter, parce que je m'exprime assez doucement. J'ai l'air de quelqu'un de standard, c'est-à-dire que, bon, là, les cheveux sont plus longs parce que je suis confiné, mais j'ai un look qui peut avoir l'air standard. Puis, mais quand on écoute mon contenu, on fait OK, qu'est-ce qu'il raconte là? Fait que je pense que je suis mêlant. Pour bien du monde, je donne moins les clés pour me piger, puis c'est correct. Je pense que c'est volontaire de ma part. J'aime ça que le monde soit comme... Il est vraiment de même dans la vie? Tu sais, comme quand je parle de Survivor, le monde fait comme il n'a pas vraiment décoré son condo comme Survivor. Ben oui, mais ça, c'est moi... C'est pas moi qui essaie de faire un gag, mais le fait d'en parler, je le sais que c'est mêlant, vraiment. Quelqu'un ne peut pas aimer ça autant. Il y a un homme de 40 ans qui met des cadres de ses joueurs préférés de Survivor. Fait que je le sais que ma décoration est au 2e degré, mais c'est mêlant pour le monde. Tu sais, quand il y a des émissions de TV qui viennent chez nous, c'est vraiment de même chez eux, il est fou. Fait que je suis comme un fou pas clair, c'est comme bizarre. Vas-y. Moi, j'ai l'impression qu'il y a-t-il quelque chose par rapport à l'accessibilité des propos absurdes, mettons, entre ce que toi tu fais et les autres dont tu parlais, que eux, en étant tout aussi absurdes, mais c'est peut-être plus accessible, mettons, comparé à toi, que c'est un petit peu un univers encore plus weird, plus fou et tout ça, mais tout autant apprécié, mettons. Là. Ben, je pense que oui, ils sont plus accessibles que moi. Je suis certain. Ils donnent plus les clés. Ils sont super efficaces. Leur univers est plus clair que le mien. J'ai un univers pas toujours clair. Puis je pense que c'est ça que je veux. Ça ne me dérange pas d'être moins populaire qu'eux. J'ai aucune jalousie. Moi, je veux que tout le monde s'amuse puis qui a du fun puis qui a du succès. Puis eux autres en ont. Puis je suis très content pour eux. Je pense qu'ils sont super talentueux puis ils ont des univers plus clairs que le mien, qui est comme moins, je pense qu'il est moins, je donne moins des clés au monde. C'est voulu, fait que ceux qui embarquent, ils trippent vraiment, mais c'est moins, je rejoindrai jamais la masse, là, dans le sens que, comme là, mon dernier show à prendre la SME, je l'ai mis gratuit pour tout le monde, puis il s'approche des 100 000 vues, puis je trouve ça déjà vraiment, vraiment cool. Puis les commentaires, puis la réaction est super bonne. Puis je suis content parce que le fait que je les mets gratuit pour tout le monde, je pense que ça va peut-être faire en sorte qu'il y a des gens qui vont... Parce que je pense, parmi mes 3 shows, c'est probablement le plus accessible des 3. Moi, j'ai de la misère à imaginer que je puisse faire un show plus accessible ou plus grand public que ça. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui ne m'avaient pas vu ou pas connu qui là, ils peuvent l'écouter et faire « il n'est pas si bizarre finalement » ou « il est moins bizarre que je pensais » ou « j'y trouve plus mon compte ». C'est comme le numéro sur mes parents. Lui, je l'ai comme isolé aussi pour le mettre parce que je fais comme « bon, ben c'est pas un numéro si absurde ». Les gens peuvent se reconnaître. Donc, mais tu sais, dans le sens, j'ai pas un souci de devenir plus grand public, mais si ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui réussissent à m'apprivoiser parce que leur préjugé de il est trop fucked up. Ils m'écoutent puis ils font il n'est pas si fucked up finalement. On comprend son univers où on voit qu'il ne se prend pas trop au sérieux, où il est capable de faire de l'autodérision sur lui-même. Ben, ça peut le fait que je fasse de l'autodérision, ça aide des fois à donner les clés. C'est comme si je portais un jugement puis que j'analysais moi-même. OK, mais je le sais que c'est déconnecté ou je le sais que je vous ai peut-être largué avec ce joke-là. Ben, le fait de commenter ça, ça donne comme une OK, mais il est avec nous, là, il fait le commentaire que nous, on est en train de se dire dans nos têtes, ben, il le dit tout haut. Fait on peut comme rire avec lui, là, on embarque dans son délire. Ça, c'est peut-être ma façon de devenir un peu plus grand public. Puis c'était pas stratégique, c'est juste parce que je trouvais créativement, je trouvais ça intéressant de me dévoiler un peu plus. Puis en me dévoilant un peu plus, comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'autodérision dans la vie, puis que je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux, ben ça devient comme une façon de m'auto-analyser sur scène.
je trouve ça intéressant parce que c'est comme ce que moi je ferais dans la vie, c'est de m'analyser puis de me critiquer. Fait que des fois, je le fais on the spot. Là, fait que, mais ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que. Puis les Denis, eux, je pense qu'eux autres, ils polarisent, sont plus populaires qu'ils n'ont jamais été maintenant, mais ils polarisent quand même, mais pas de la même manière que moi. Peut-être plus parce qu'ils peuvent avoir un style parfois plus trash, plus vulgaire, entre guillemets, mais c'est pas de la vulgarité gratuite pour moi. Là. C'est de la vulgarité, c'est comme la façon que les personnages s'expriment. C'est un univers théâtral, beaucoup les Denis aussi. Là, dans leurs 3 shows, il y a une grosse part de théâtralité, puis moi, je les trouve de chansons, magiques, les Denis, je les trouve incroyables. Donc, mais eux autres, je pense qu'ils polarisent pour d'autres raisons. Il y en a peut-être qui sont choqués par leur look, leur habit, ils font comme qui s'habille comme ça, ou tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que l'autre, c'est leur contenu est parfois moins accessible parce qu'ils vont dans le non-sens, puis tout ça. Mais par contre, leurs fans capotent, tu sais, dans le sens que c'est comme si ça polarise dans le tapis une réaction ou une autre. Puis je pense que moi aussi, je suis un peu comme ça. Souvent, il y a des gens qui m'aiment vraiment, d'autres font comme Asti qui est plate, donne mal à la tête, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, il n'y a pas de gag. C'est correct. Les gens peuvent le recevoir comme ça. Moi, j'ai pas je cherche pas à faire l'unanimité, fait que c'est bien correct. Mais est-ce que tu te sens jongler quand tu crées avec cette espèce de... Tu sais, parce que tu veux pas te dénaturer puis être donc nécessairement trop accessible parce que c'est pas ce que tu es nécessairement. Mais est-ce que tu jongles avec ça versus le fait de quand même vouloir être compris, tu sais? Je sais pas si ma question est claire. En fait, elle est claire, c'est juste que ma connexion a coupé genre 3 secondes, fait que j'ai pas compris le début, le jongler. Okay. Ben, je disais, justement, est-ce que tu te sens jongler quand tu crées avec l'aspect, il faut que je sois un minimum accessible pour quand même qu'on me comprenne, mais versus sans trop l'être, ben, je le suis pas, puis donc pas me dénaturer, genre? Oui, je comprends. Tu te sens jongler avec ça? Ben, avec mon metteur en scène, c'est des discussions que j'ai eues parfois d'essayer quand même de faire des compromis un peu, des compromis qui ne me dénaturent pas. C'est-à-dire que des fois, mettons, en rodage, j'étais comme ça me fait vraiment rire. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais ça ne marche pas tant. Fait que j'essaie des fois de me garder quand même des gags ou des petits segments que moi, je trouve vraiment drôles puis que je trouve qu'ils apportent quelque chose au show. Puis des fois, peut-être que ça va moins rire. Mais je vais le garder par souci d'avoir envie de présenter ça ou d'avoir envie de livrer ça. Mais je suis beaucoup plus à l'écoute du public, pas nécessairement... En fait, en rodage, maintenant, j'essaie vraiment... Je vise le rire, mais je vise le rire qui me plaît. C'est-à-dire que si, mettons... je sais pas, moi, je dois faire 90 minutes de show, puis que j'ai 150 minutes, puis que là, j'ai comme le choix, ben, à rire égal, je vais prendre les affaires que je préfère. Puis si, mettons, j'ai un numéro qui marche vraiment fort, que je n'aime pas tant, mais qui me ressemble quand même assez, je vais le mettre dans mon show, puis je vais faire, OK, mais ça marche vraiment, fait que je le garde. Donc, c'est ça. Tu sais, fait que oui, il y a comme il y a quand même une communication entre mon public et moi, c'est-à-dire que j'écoute en rodage, je fais comme bon, plus qu'en début de carrière où j'étais un petit peu plus têtu, j'étais comme non, je fais ça, puis c'est ça, puis si ça n'arrive pas, tant pis, je veux présenter ça. Ben là maintenant, puis c'était pas pour être effronté, c'était juste ben non, là, j'étais un peu plus tête de mule en début de carrière. J'ai encore un côté tête de mule, mais je suis plus à l'écoute, puis j'ai envie que les gens, surtout en salle, passent une belle soirée. Puis si leur belle soirée se traduit beaucoup par des rires, puis la quantité de rires qu'ils auront eu dans leur soirée, ben moi, je suis plus heureux à la fin de la soirée aussi parce que j'ai joué des textes que j'aime, puis ils ont vraiment été bien reçus. Donc,
puis après, les gens me le disent, puis ils sont contents. Donc, on a quand même, on veut que l'expérience des gens en salle soit positive pour éventuellement qu'ils reviennent à un autre spectacle. Donc, c'est pour ça que l'écoute est importante aussi parce que c'est comme un échange, dans le sens que vous me supportez, vous m'aidez à gagner ma vie, je suis chanceux, bien, je vais vous en donner pour que vous ayez le plus de plaisir possible. Puis là, évidemment, il y a toujours une personne qui va dire « Ah, ben moi, j'ai préféré tel show pour telle raison, moi, j'ai préféré lui. » Mais là, tout ce qu'on peut faire, c'est de son mieux, mais j'essaie d'être plus à l'écoute dans ma jonglerie, d'être plus attentif, puis de faire mes choix, mais avec un respect pour ce que j'apprends en rodage. OK. Moi, Jean-Thomas, je voulais parler du fait que tu fais des affaires en anglais, hein, tu fais des shows, tu fais des affaires en anglais comme ça. Est-ce que tout ce que tu nous as dit, là, t'as-tu passé à travers tout ce même processus-là, mais en anglais? Es-tu différent, mettons, ton humour en français puis en anglais, ton approche toute... Je ne suis pas encore passé au travers de tout ça parce que je suis plus en début de processus en anglais. Puis j'ai pas fait un numéro où j'explique pas what is a restaurant. Ça n'a pas été mon premier numéro. J'y ai pensé, mais pour l'instant, non. Non, mais tu vois, moi, une chose qui est bien importante pour moi, c'est d'écrire en anglais. Les gags, je ne veux pas traduire des gags que je sais qui marchent en français. Je trouve l'exercice plus stimulant de partir from scratch, que ce soit comme un terrain vierge pour moi. Mm-hmm. Puis le premier numéro que j'ai écrit, c'est le seul qui est comme en ligne, là, mais j'ai plus de matériel que ça, mais que le monde peut voir en ligne, c'est un numéro que j'ai écrit, c'est un premier jet, en fait. Un peu comme mon numéro du restaurant, il y a comme une magie. Ben, mon restaurant, c'est pas un premier jet, il y a eu du peaufinage, mais c'était comme un numéro où si le monde embarque, ou si le monde embarquait, je me disais, ils vont embarquer de bout en bout. S'ils n'embarquent pas, ça va être un désastre. C'était la même chose pour le numéro du restaurant. C'était comme le monde allait embarquer ou pas. Fait que c'était comme un gamble. Puis le numéro en anglais où je me vante d'être une des personnes les plus bilingues au monde, ben c'était comme... Je savais même pas que c'était ça le numéro que j'allais écrire. J'ai commencé en disant « Hi », puis là, je me suis dit « As you can see, I'm extremely bilingual. One of the most bilingual person you've ever seen. » Là, je me suis mis à délirer sur le fait que je me vantais d'être super bilingue. Puis j'utilisais des termes comme « I have a cat at home ». Puis là, j'étais comme « If you didn't think I was bilingual, you are super stupid right now ». Tu sais, en tout cas, c'est pas exactement ça que je disais, mais tu sais, je me suis mis comme à délirer sur mon bilinguisme. Puis là, ça vire à que je m'adresse à un vendeur de souliers. En tout cas, bref, c'est comme un délire qui est né pendant l'écriture. Puis là, maintenant, quand j'écris en anglais, je me rends compte que je pense que mon univers absurde, il se transpose en anglais. Mm-hmm. Une des grosses différences, c'est que je dirais que le fait que j'utilise un micro-bâton, parce que souvent dans les soirées d'humour en anglais, c'est comme du stand-up, puis il y a juste un micro. Parce que moi, en français, quand je fais des demi-heures, 45 minutes et plus, j'ai toujours mon micro-casque parce que je parle beaucoup avec mes mains. Là, le fait que je parle avec le micro-bâton, il y a quelque chose de plus stand-up en anglais. Je suis un peu plus stand-up, mais avec un ton quand même assez alternatif, avec des idées qui n'ont pas de sens. Puis c'est comme, on voit que c'est une parenté d'humour, sauf que, exemple, je parle un peu plus aigu quand je parle en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais je deviens un peu plus high pitch. Fait que je pense qu'il y a peut-être quelque chose de drôle aussi dans la sonorité de ma voix. Puis le fait que j'ai un accent, je l'assume, mon accent. Je trouve que ça peut rajouter. Donc, c'est ça. Puis tout, je fais avec, là, on est en pause à cause de la pandémie, mais un podcast avec Mike qui s'appelle En route vers Survivor. Ouais. Puis là, on parle en anglais. C'est comme un atelier de conversation anglaise pour m'aider à pratiquer mon anglais pour faire Survivor. Mais le but, c'est surtout, oui, je veux vraiment m'améliorer pour de vrai, mais c'est aussi de faire rire, là. Puis là, j'ai commencé à faire des devoirs aussi, des devoirs d'anglais. Puis là, on voit un peu mon écriture en anglais.
la façon d'écrire, mais j'aime beaucoup ça, écrire en anglais. J'aime pas ça traduire des gags que j'ai faits en français. Je trouve que j'ai plus de plaisir, je trouve ça plus valorisant d'écrire en anglais, puis ça me pratique à trouver des tournures de phrases. Puis je me rends compte que j'ai plus de vocabulaire que je pense, puis que vu que j'ai sans vouloir me vanter, j'ai un bon français, ben, je suis capable d'avoir un assez bon anglais en allant chercher des mots assez précis en anglais aussi. Puis je pense que ça rajoute un peu une couleur quand je parle anglais parce que j'ai comme un gros accent, mais j'utilise des mots qui sont parfois recherchés, même pour un public en anglais. Tu sais, genre. Tu parles bien, finalement. Même si tu as un accent, tu parles. Parle bien. J'ai des bons mots, puis je pense que les phrases se peuvent. C'est juste que j'ai un gros accent qui fait en sorte qu'on pourrait penser que je ne maîtrise pas la langue, mais je la maîtrise quand même pas pire. Surtout à l'écrit où je peux prendre le temps de, si je ne suis pas sûr, je peux googler pour trouver le bon wording, pouvoir trouver l'équivalent précis de la pensée que je veux traduire. Mais là, tu vois, avant, quand on enregistrait les En route vers Survivor, les 6 ou 8 premières fois, c'était pas enregistré dans le podcast, mais je faisais comme un genre de réchauffement de salle avec du stand-up en anglais. Je faisais des 10-12 minutes de nouveau matériel à chaque fois. Fait que j'ai quand même, je dis pas que tout est bon, mais j'ai probablement sur mon ordi l'équivalent d'1 heure en anglais. Fait que probablement qu'il y a peut-être un 40 minutes qui peut... qui se tient, là. Qui peut se tenir, ouais. Quand même. Puis j'aimerais ça éventuellement avoir un genre une bonne heure, là, tu sais, que si jamais j'avais des opportunités d'aller jouer ailleurs, ben, j'aurais comme du matériel que je sais qui fonctionne. Là, par contre, les gens qui viennent me voir, c'est beaucoup des francophones qui sont amusés de m'entendre parler en anglais. Le numéro qui est en ligne, je le sais qu'il marche avec des gens qui ne me connaissent pas, mais là, en fait, en solidifiant mon heure, il faudrait que j'aille dans des endroits où les gens me connaissent peu pour voir si là, le fait que les gens aient un parti pris pour moi ou qu'ils sont comme « Ah ouais, mais OK, on leur connaît son humour, on est comme... » Il y a un côté, pas voyeur, mais un côté comme les gens sont très curieux puis qui ont un parti pris positif pour moi quand ils m'entendent faire de l'humour en anglais puis qu'ils savent que ça va être en anglais puis que c'est des fans qui me connaissent en français. Mais quand c'est des gens non apprivoisés, c'est plus là qu'est le défi dans la vérification, la validation, si c'est drôle pour tout le monde. Parce que je pense, je suis assez confiant. Tu sais, Mike, il me dit non, ça marcherait partout. Puis, j'ai fait une couple de shows au bordel que François Bellefeuille avait organisé. C'était des humoristes français qui faisaient des numéros en anglais. Puis là, je ne faisais pas le numéro que. C'était comme un nouveau numéro. Là. Je faisais un 10-12 minutes, puis ça avait vraiment bien été. Je pense que la salle, c'était 50-50. C'était 50% franco, 50% anglo. Mais j'aimerais ça aller, je ne sais pas moi, en Ontario où les gens ne me connaissent pas pour voir si ça marche autant, si ça peut fonctionner. OK, cool. Mais, tu roderais-tu, je sais, mettons, chez Samy avait un show bilingue. C'est-tu quelque chose que tu ferais, toi, mettons, de roder ton show en français puis de faire un bit en anglais ou... Non, je pense que j'aimerais mieux garder les deux univers séparés pour ne pas mêler le monde. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de... les gens m'ont connu quand même en français, fait que je veux respecter ça, puis je veux comme offrir des affaires claires. Mais en anglais, je l'annonce tout le temps. Je dis, bon, ça va être en anglais. S'il y en a qui ça les intéresse pas, ils viennent juste pas. Ou, je veux juste être clair pour pas froisser personne ou quelqu'un qui arrive fait comme OK, mais là, moi, je suis pas bilingue. Pourquoi il me parle en anglais soudainement? Donc, je pense que je préfère garder les entités séparément. Okay. C'est deux affaires complètement différentes. Hein? Puis d'ailleurs, moi, je trouve ça vraiment impressionnant que tu dises que tu écris de scratch et tout ça, parce que je trouvais qu'il y avait des affaires que tu fais en français qui doivent être vraiment difficiles à faire en anglais parce que la barrière de la langue, tu ne peux pas autant jouer sur les mots, mettons, que tu le fais en français. Donc, je trouve ça quand même vraiment cool que tu procèdes comme ça. Ben, c'est parce que ça me permet de le fait d'écrire en anglais, c'est que faut que je découvre des nouvelles façons de puncher dans une autre langue. C'est-à-dire qu'en français, des fois, je vais faire des jeux de mots plates. Mais je me rends compte qu'en anglais, je suis capable de faire des jeux de mots mauvais aussi. Mais il faut juste que je trouve les façons de me rendre. Mais je ne peux pas traduire un jeu de mots en français.
faut juste que je le fasse en anglais parce que si, mettons, je traduis, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple, mais j'avais un gag dans mon show où je disais que j'étais dans le fil d'attente au Canadian Tire avec ma pelle, puis là, que je disais à la personne je peux-tu passer en premier à cause de la priorité de pelle? En tout cas, je me souviens plus trop le gag, là, mais ça ressemble à ça. Mais tu sais, ça, je peux pas le traduire. Même si je voulais le traduire, je peux pas le traduire en anglais. Le jeu de mots marche pas. Fait que j'essaie de trouver d'autres jeux de mots ou d'autres tourneurs de phrases. Puis même, tu sais, j'ai essayé, c'est arrivé une couple de fois que j'ai essayé de traduire des gags. Des fois, ça marche. Je ne sais pas que je le fais jamais, là, mais 90-95%, c'est des affaires que j'ai écrites en anglais. Puis des fois, étonnamment, j'ai comme mon numéro en anglais, il y avait un gag qui marchait super fort en anglais. Quand j'ai essayé de le faire en français, il marchait comme pas. C'est bizarre. Des fois, tu sais pas. C'est un gag où je disais je sais pas, je disais qu'avec ma femme, ça marchait vraiment pas, puis qu'au lit, elle tripait pas. Puis je disais quelque chose comme Every time I try to seduce my wife in bed, she doesn't say no, not tonight, honey, I have a headache. She says, don't ever touch me again, I don't have a headache and I want to keep it that way. Puis je l'ai fait en français, je l'ai traduit mot à mot. Puis en anglais, j'avais toujours une clap quand je faisais ce gag-là. Puis en français, marche pas. Pourquoi? Pourtant, je fais comme ça se traduit bien. À chaque fois que j'essaie de faire un mot, ma femme, elle me dit en tout cas, bref, je ne traduirai pas, vous avez compris, mais il marchait correct. Ça ricanait, mais pas autant qu'en anglais. Ça m'a vraiment moins, fait que j'ai abandonné. J'ai arrêté de le faire. Okay. Mais c'est ça. Des fois, donc c'est ça pour moi, c'est une autre démarche. C'est comme une démarche parallèle. Je trouvais ça comme des fois, quand tu écris en français, tu te sens un peu plus redondant. Tu essaies de trouver des nouvelles façons. Puis là, en anglais, je trouvais que c'était comme un terrain de jeu, comme je disais, un terrain de jeu vierge pour explorer. Puis ça, je trouvais ça bien intéressant. Ça me donnait c'est un terrain vierge que j'étais comme, OK, ben ça, là, tout m'est permis en ce moment parce que j'ai rien fait. Ouais. C'est cool. C'est très cool. Je suis sûr qu'on pourra encore en jaser longtemps parce que c'est vraiment intéressant. Mais le temps nous oblige à arrêter cela déjà. Fait que, si j'avais encore 10 minutes, j'ai encore 10 minutes. Si j'avais des questions pour 10 minutes, il n'y a pas de problème. Ben, il y a une heure du ouais, c'est ça. Mais de toute façon, comme je disais un peu plus tôt, hors d'onde, je disais qu'on était pour continuer le podcast après. Fait que définitivement, tu reviendras si ça t'intéresse. C'était très, très, très cool. Merci beaucoup. Ben, merci, c'était bien agréable. Puis la prochaine fois, on parlera de tout le reste de ma carrière. Moi, je surentraînais mes fesses. Je veux qu'on parle de ça. OK. On va parler de Père Poule, de je surentraîne mes fesses. On peut parler de. S'il y en a qui ne savent pas quoi écouter, vous pouvez aller écouter ma méditation guidée inspirée. Ouais. INSPIREZ, qui est sur YouTube. Il y a 5 chapitres. Il y a quasiment une heure et demie de. Ben, merci, c'est gentil. J'ai bien du fun à faire ça. Je pense que c'est un projet un peu niche, mais j'ai travaillé fort là-dessus avec mon ami Super Tattoo qui fait la musique. Fait que s'il y en a qui veulent écouter les 5 chapitres, ben, ils sont disponibles. Génial. Puis il y a ton show Apprendre à s'aimer aussi qui est sur ta page Facebook. Il est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Il est gratuit pour tout le monde. Mais si les gens, s'ils vont fouiller sur mon Facebook, ils peuvent le trouver. Mais je pense que c'est plus facile à trouver sur YouTube. Directement sur YouTube. Ouais. Parfait, génial. Fait qu'un gros merci encore, Jean-Thomas. Merci beaucoup à tout le monde aussi d'avoir écouté pour notre deuxième épisode. Revenez-nous, en fait, dès la semaine prochaine, on va avoir un autre épisode avec un autre invité. Puis, Jean-Thomas, tu reviens quand tu veux. Ben, merci, Sacha et Léonard. Puis, soyez heureux. Puis, bravo pour votre idée de concept de podcast. C'est une très bonne idée. Fait que ça permet d'en attendre un peu plus sur les coulisses de la création. Exactement. Ben, merci beaucoup. Très gentil. Ciao, bonne journée. Salut. Bye.